Bonjour, aujourd'hui, histoire de sortir lire, je suis venu ici au point 47 degrés 0 minutes 53 secondes nord et 1 degré 6 minutes 18,4 secondes ouest. Nous sommes le 25 août, il est 10h09 précisément, il fait 17 degrés, le ciel est un peu pâle et tristoun. Dans cette série, intitulée Où s'endormir, j'ai choisi de me rapprocher de ce moulin endormi en bord de Sèvres nantaise, me rappelant que Sèvres est l'anagramme de rêve, au pluriel. Et c'est ici que je souhaite vous lire un extrait de Les songes et les sorts de Marguerite Yourcenar. Texte puisé dans les essais et mémoires de l'écrivaine, et où elle nous raconte quelques rêves qui troublent ou réconfortent particulièrement un être qui a beaucoup rêvé. Avec, en épigraphe, cette phrase d'Héraclite d'Éphèse: « À l'état de veille, les hommes ont un monde en commun, mais dans le sommeil, chacun possède un univers à part. » Je vais commencer la lecture par La maison brûlée. Le jeune garçon et moi, nous marchons de nouveau côte à côte. Nous traversons un paysage de longues plaines ondulées, tout ondoyant d'étangs et de bocages. Et des petites vallées plantées d'ormes, aux branchages mutilés, s'arrêtent brusquement pour faire place à une côte raide et vernie par le soleil, que relaie à son tour une interminable bande de routes nationales posée à plat sur un talus, étirée à travers le pays comme un maître d'arpenteur. Nous marchons très vite. Les lieues filent sous nos pas avec une vitesse quasi miraculeuse, car nous sommes petits. Nous n'avons encore que 6 ou 7 ans. Il fait bon. Le soleil se déplaçant à travers le feuillage met des taches noires sur nos figures. Et la brise joue paresseusement avec les branches de grands arbres familiers dont on ne nous a pas encore enseigné les noms. De temps à autre, nous nous arrêtons pour cueillir une feuille à la branche la plus basse et, soigneusement, la langue tirée à force d'application, nous dépiotons cette belle chair verte pour ne laisser intact que le squelette végétal, l'ossature ravissante et mince qui fait penser aux arêtes d'une sole, et dont on se sert pour se caresser doucement le bras, du coude au poignet. La route qui monte insensiblement, sous de gras ombrages, aboutit enfin à une petite esplanade où tournent les ailes géantes d'un moulin. Le meunier de ce moulin est aussi le mercier et le confiseur du village. Il vend des chocolats à la crème, des girouettes, du coton à ravauder, les bas. Aujourd'hui, il nous offre des brochettes de bonbons bizarres, enfilées à des baguettes de coudrier. Les ombres des ailes de moulin fauchent les rayons de soleil sur le sol, et le meunier marchand se tient dignement sur le pas de sa porte, très gros, coiffé d'un énorme chapeau mexicain si pointu qu'il ressemble à un bonnet d'astronome auquel son propriétaire aurait ajouté de larges bords dans l'espoir de se protéger les yeux. Le meunier s'appelle Alcide, et il est bancal comme le cocher de ma grand-mère. Il s'approche, d'un air mystérieux, l'œil cligné, et penchant sur nous son inquiétante figure rouge. Déformé par un rire contenu, il nous souffle au visage. « On m'appelle Alcide, mais mon vrai nom c'est Cyril. Il faut se méfier de Cyril, il est très dangereux. »
Nous continuons notre montée. Les arbres opulents ont fait place à de maigres et noirs sapins, hérissés comme les poils d'un dormeur qui a le cauchemar, et à de grandes prairies nues, que des bouses de vaches font ressembler à une étoffe verte semée de disques bruns. Parfois, les grosses bêtes maternelles passent prudemment la tête entre les barrières en fil de laiton, m'enveloppent de leur haleine rassurante, me regardent de leurs grands yeux vagues pleins de calme et d'asie. Nous passons devant les longs murs blancs de la maison des fous. Dans la cour de l'hospice, une vieille dame assise dans une voiture dételée peigne continuellement ses faux cheveux. Je suis un peu inquiète, depuis que je sais que Cyril est un homme dangereux, mais le regard de mon jeune compagnon me rassure, et je lui souris, à mon tour, du sourire pathétique des enfants qui veulent prouver qu'ils ne se sont pas fait mal. Je sais que la maison où je vivais, à l'époque où j'étais enfant, ailleurs qu'en songe, est cachée derrière ce grand bois de sapin. Et j'explique à mon ami qu'il faudra avant tout retrouver dans la lingerie un très vieux mannequin d'osier, à l'intérieur duquel on peut se glisser quand on ne veut pas que les grandes personnes nous découvrent. Nous sommes un peu fatigués, mais il faut absolument que je montre à mon compagnon cette maison pour lui expliquer qu'on y était très malheureux. Nous dépassons les anciennes écuries, où je remarque que les nids d'hirondelles sont plus nombreux que jamais. Les hirondelles volent tout bas, je veux dire par là qu'elles volent sans bruit, et qu'elles volent à ras de terre. Au bout d'une allée pleine de rhododendrons flétris et de chrysanthèmes morts, nous arrivons à ce qui devait être le porche, avec ses inévitables géraniums dans des pots de pierre. Mais il n'y a plus de géraniums, ni d'escalier, ni de terrasse, ni de porche, ni de maison, il n'y a plus rien. C'est bien plus beau. Il n'y a plus que des arbres, et les remous des nuages du grand ciel gris. Si j'étais à l'état de veille, je me serais souvenu depuis longtemps que la guerre a détruit cette maison, dont les ruines ne m'appartiennent même plus. Mais le bruit des bombardements de 1914 n'est pas encore parvenu jusqu'à l'endroit où se passe mon rêve. La prairie oblique fuit sous nos yeux, semée de vagues débris et tigrée de places noires pelées par la trace du feu. Quelques arbres ébranchés, écorchés, réduits au seul tronc dur, incorruptible comme le fut des colonnes, restent debout sur l'emplacement de la forêt incendiée. Ils limitent comme des portants de théâtre l'infini du paysage. Par-delà, le rebord de terrain où s'élevait la maison disparue, la vue s'étend sur un paysage dont rien ne contrarie plus la profonde coulée grise. Des fumées bleues, dues aux tas aromatiques qu'on brûle dans les jardins, des fumées noires sorties du gosier des cheminées d'usine se développent pesamment sous le ciel bas où, çà et là, les vitres d'une église de village, touchées par le soleil, brillent d'un éclat métallique, comme le cuivre à la quille d'une barque. Tout au fond, deviné plutôt qu'aperçu, derrière les vagues uniformément ternes de la verdure champêtre, la mer, pourvoyeuse de nuages et de souffles, nous envoie son profond soupir. Les sifflements de plus en plus forts du vent de mer, aigus comme des sonneries qui précèdent le départ d'un navire, m'annoncent la fin prochaine de mon rêve, tandis que les deux enfants que nous sommes, serrés l'un contre l'autre pour résister à la bise, joignant enfin leurs mains nues, regardent silencieusement
devant eux l'espace vide, et émerveillés et consolés par l'immensité. Second rêve, l'enfant bleu. Je suis dans un chemin creux, bordé de haies vives. Des saules et des ormeaux étêtés forment un berceau vert pâle au-dessus de ma tête. Et les jeunes feuilles sont si opulentes et si denses que des morceaux de ciel n'apparaissent que par échappées d'un bleu très doux, comme les fleurs du myosotis au milieu de son feuillage. Le sol est boueux, plein de profondes ornières. On entend bruire sous les herbes, au long des haies, un ruisseau dont la fraîcheur s'exhale comme un parfum. Au pied d'un grand saule un peu jaunâtre, dont les racines s'allongent sur la mousse comme une grande main maigre, je découvre quelque chose qui me paraît être le capuchon d'un champignon bleu, et qui n'est autre que le bonnet couleur de ciel d'un enfant enfoui jusqu'au menton dans la terre humide. Il est aussi grand qu'une poupée et flexible comme un nouveau-né. Son visage rond, d'une limpide pâleur, rappelle la nuance bleuâtre du lait dont on a enlevé la crème. Ses yeux sont bleus, comme l'eau des lacs, et si grands qu'ils semblent prêts à crever comme une bulle d'air qui se serait dilatée à l'excès. Il est serré dans un bizarre maillot bleu garni de petites franges. Seule, sa bouche minuscule est rose, du rose ravissant d'une rose de Bengale égarée dans tout ce ciel. Je l'arrache du sol, comme une betterave, sans lui faire de mal, avec des racines pareilles à celles d'une mandragore, car il a des racines d'un bleu presque noir, qui se terminent en minces fibrilles du plus pâle azur. Il est tout propre. La boue du sol n'a pas laissé la moindre trace sur son vêtement, ni au bout de ses frêles poings fermés. De peur qu'il ne prenne froid, je ramasse à la hâte une poignée d'herbes sèches. J'en fais un coussin au creux de mon bras gauche et je dépose, comme dans un nid, l'enfant qui dort, tranquille, les yeux grands ouverts, la tête appuyée à mon cœur. Mais il s'anime, ses lèvres s'entr'ouvrent, et je suis soudain réveillé par son doux cri, son cri aigu, son cri charmant d'hirondelle. Eh bien, maintenant, je vais rentrer, et la prochaine fois, je vous ferai un petit signe avant de sortir lire.